bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Alors oui, je sais, ça change, mais moi je me suis vue plus longtemps dans ma vie avec une frange que sans. Donc là j'ai un petit peu l'impression de redevenir moi-même. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler cheveux, on est là pour parler pâtisserie, enquête et Cozy Mystery. En effet, aujourd'hui on fait le troisième épisode donc des enquêtes d'Emilia. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est un vlog lecture où je vais, en même temps que je lis un Cozy Mystery, mener l'enquête et également pâtisser en même temps, puisque la saga qui est le cœur en fait de cette série de vidéos, c'est Les Enquêtes d'Anna Swanson, écrit par Joanne Fluke et publié chez Le Cherche Midi. Donc là on est au troisième épisode des enquêtes d'Emilia, pareil. Et la particularité de cette saga de Cozy Mystery, c'est qu'il y a des recettes de pâtisserie à l'intérieur. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce vlog, je vais lire, vous faire des petits updates, vous partager mes théories, mener l'enquête. Alors du coup, attention, les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui voudraient ne pas se faire spoiler, passez votre chemin, revenez voir la vidéo plus tard car je vais forcément donner mes théories, et pour donner mes théories je vais vous spoiler en vous indiquant des éléments de l'histoire et à la fin je vais vous dire qui est le meurtrier. Donc clairement, si jamais vous n'avez pas envie de savoir, vous vous en foutez mais vous voulez quand même regarder ma vidéo, c'est ok, mais si jamais vous voulez ne pas être spoilé et découvrir par vous-même cette enquête avant de regarder ma vidéo, gardez-la pour plus tard, clairement, parce que ça va être du spoil, du spoil, du spoil. Bref, du coup, comme l'indique le nom du bouquin, dans ce vlog on va faire des muffins à la myrtille et il y aura quelques petites préparations. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mâché tout le travail parce que les recettes sont en mesure américaine, donc en cup, teaspoon et compagnie. Moi je vous ai tout transféré en grammes, donc du coup vous aurez juste qu'à regarder les grammages que je vous indique, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. En attendant, je vais me munir du coup de mon livre déjà, mais également de mon tableau d'enquêtrice où j'ai déjà mis le nom. Si je le mets devant moi, vous me voyez plus du tout mais c'est pas grave. Et j'ai mis également un petit arbre généalogique avec les personnages principaux. Donc la mère de notre protagoniste principale, Dolores, Anna et ses deux amoureux, vous m'avez compris, sa sœur Andrea qui est mariée à Bill qui est le shérif et leur fille Tracy. Voilà, comme ça on a le petit récap des personnages qui normalement ne sont pas soupçonnables, hein, parce que vu que cette saga dure 20 livres je crois, enfin entre 15 et 20 livres, je vois mal les personnages proches d'Anna être à ce stade de la série soupçonnés au 3e tome. Clairement pas. On pourra peut-être se poser la question au 10e tome, mais pour le moment je pense qu'on est assez safe de dire que ces personnages sont pas du tout dans notre radar. Mais en tout cas voilà, je vais aller lire un petit peu et puis je vous reprends au bout d'une centaine de pages pour vous faire part de mes premières théories, vous raconter un petit peu le meurtre. Et puis voilà, donc je vais aller lire et on se retrouve tout à l'heure. Il caille très très fort. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de température, mais je viens faire un petit update après 100 pages de meurtre et muffins à la myrtille. Et nous avons notre mort qui est Connie. Alors Connie, qui c'est, dans le livre c'est une célébrité qui a sa propre émission de télé où elle fait à manger, mais c'est pas forcément que des desserts. Et elle est en ville parce qu'il y a un festival de l'hiver et elle est censée y présenter une pièce montée. Sauf que Connie, sa pièce montée qui doit arriver en camion, la camionnette a un accident, la pièce montée est complètement fichue et du coup elle doit refaire un petit peu en urgence une pièce montée, et Anna qui a une pâtisserie, donc a des fours spéciaux, lui prête un peu contre son gré, mais elle lui prête quand même ses fours pour qu'elle puisse réaliser sa pièce montée. Et le lendemain matin quand elle arrive, il y a de la fumée partout, il y a des trucs de partout, de la farine renversée, et du coup Anna se rend compte que Connie a été tuée puisqu'elle ne respire plus, elle est complètement morte, et qu'elle a été agressée par derrière, on lui aurait donné un gros coup sur l'arrière de la tête. Et donc voilà, l'enquête commence, la pauvre elle ne peut plus accéder à sa boutique vu que c'est une scène de crime. J'ai noté 3 personnes pour le moment qui potentiellement pourraient susciter mon intérêt. Alors sachant que donc Connie elle a été forcément agressée après 21 h.
Voilà. Dans les 3 personnes, nous avons Greg Canfield qui nous est présenté au tout début du livre et je pense pas que ce soit anodin sachant que Anna a déjà 2 love interest, donc voilà. Greg c'est son ancien meilleur ami qui vient rendre visite à sa grand-mère et qui est boursier et qui joue avec beaucoup d'argent, enfin qui joue, il a investi pas mal d'argent, voilà, et ça on sait c'est des choses qui peuvent être, voilà, si jamais il doit beaucoup d'argent à quelqu'un, ça peut être dangereux. La deuxième personne, c'est son assistante, donc Janie, qui est l'ancienne meilleure amie d'Anna, qui revient, donc qui est l'assistante de Connie, et qui a disparu. Donc, est-ce qu'elle est morte elle aussi? Nous ne savons pas. En attendant, elle était maltraitée de ouf par Connie. Donc forcément, l'attention du lecteur et de la police est un peu tournée vers elle, surtout qu'elle a disparu alors qu'elle était avec elle la veille quand elle était en train de préparer le gâteau. Du coup forcément on pense à elle, mais je trouve que c'est trop évident, c'est trop gros. Et je pense même que Jenny est la deuxième victime de cette histoire, parce que souvent il y a 2 meurtres. Et la troisième personne que j'ai notée, c'est Marge, et là pas grand chose, juste c'est une bibliothécaire qui devait participer avec Connie à la promotion de son livre. Voilà, je l'ai noté comme ça, mais je suis pas bien convaincue. Pour l'instant, moi c'est vraiment Greg qui, je me demande ce qu'il fait là. Quel est l'intérêt de sa venue? Pourquoi on nous a bien précisé ce qu'il faisait pas, bref, voilà, je le garde dans mon radar. Et Jenny qui est la coupable toute désignée, mais pour moi ce n'est pas la coupable, voilà, c'est trop gros, ce serait dommage, voilà, je pense que clairement c'est une ficelle narrative qui n'est pas utilisée. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu conduite ce matin, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui au niveau de la lecture, je reprendrai dimanche et je finirai lundi je pense, parce qu'il est déjà tard et surtout là il va falloir que je prépare quelque chose pour la recette qu'on fera demain ensemble, enfin demain, pour moi c'est demain, pour vous c'est juste après, puisque dans la recette des muffins à la myrtille il y a un ingrédient qu'on n'a pas en France qui est tout simplement de la préparation pour tarte à la myrtille. Vous savez les États-Unis ils aiment bien les choses toutes faites et ils ont des canettes en fait de préparation pour tarte à la myrtille. Vous pouvez réaliser la préparation pour la tarte à la myrtille pour l'utiliser dans la recette la même journée, sauf qu'il faut le faire reposer. Et du coup moi je me suis dit bah tant qu'à faire, je vais la préparer aujourd'hui. J'ai cherché la recette sur internet, donc vous n'avez pas besoin de chercher la recette. C'est très simple, c'est très rapide, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais juste vous insérer quelques petits plans et puis je vous mettrai la recette sur le côté et je vous ferai peut-être une voix off si jamais c'est nécessaire. Donc voilà, le plan qui va suivre ça va être la recette de la préparation pour tarte à la myrtille dont on aura besoin dans notre recette de muffins. Et puis pour moi je vous dis à demain du coup. C'est parti pour la voix off et franchement il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il suffit de mélanger tous les ingrédients sauf le beurre et ensuite vous faites mijoter jusqu'à ce que ça fasse des bulles. Vous allez voir dans les plans d'après et une fois que ça fait des bulles, que ça bouillonne, vous mettez hors du feu et vous rajoutez le beurre à la fin. Et voilà, c'est tout prêt. Coucou tout le monde, on est dimanche et qui dit dimanche dit pas de maquillage et en pyjama. Je reviens vous parler donc de muffins et meurtre et muffins aux myrtilles, donc de Joanne Flug. J'en suis à la page 204, ce qui fait que j'ai bien avancé dans mon enquête. Pour le moment, j'ai déjà quelques petites suspicions dont je vais vous faire part. Comme vous voyez, le tableau c'est complètement rempli puisque d'autres personnages ont fait leur apparition. Je pense notamment à Paul, le mari de Connie, qui est donc son mari, mais qui a un alibi, mais un alibi qui repose sur une autre personne qui aurait pu en vouloir à la victime. Donc on connaît hein, les gens qui se créent des alibis entre eux alors que c'est peut-être les meurtriers. Donc je ne les exclus pas. La deuxième personne du coup c'est Alan qui est l'avocat de la victime et qui a été menacé de licenciement. Il était donc avec son mari quand le meurtre est arrivé, mais encore une fois comme je vous dis, les alibis ça peut se créer très facilement. Autre personne que nous avons découvert, il s'agit de Réa qui est la directrice des boutiques de la victime, car la victime avait des boutiques de vaisselle, ce genre de choses, et on apprend que c'est Paul, son mari, qui dirigeait la marque. Voilà. Il y a son chauffeur qui a été licencié. On a également fait la connaissance d'Alex Matthews qui travaille pour Sally et Dick qui sont des aubergistes.
mais qui est aussi amie avec Jenny. Vous savez, on avait parlé de Jenny au début, c'était l'assistante de Connie qui a disparu, qui était avec elle le soir du meurtre. Mais moi je me demande si elles sont pas un peu plus qu'amies. Voilà, parce qu'on nous indique aussi que Jenny et Paul, donc le mari de la victime, auraient dîné ensemble et que ça aurait l'air un peu plus que de l'amitié. Mais moi j'y crois pas, je pense que c'est une fausse direction et qu'en fait Jenny et Alex, elles sont... Voilà, mais à l'époque ça se faisait pas trop, bref, vous avez compris l'histoire. D'autres éléments ont fait leur apparition dans le chapitre là que je viens de terminer. On indique qu'il y a des petites maisons en fait qui sont d'habitude autour d'un lac et qui sont surtout utilisées l'été parce qu'elles sont très mal isolées, et que Anna se fait la réflexion, elle se dit tiens c'est bizarre, il y a de la fumée qui sort de cette maison. Moi tout de suite je me suis dit et si Jenny qui a disparu n'était pas dans cette maison? Voilà, je suspecte quelque chose comme ça. On a également toute une intrigue autour d'un fantôme qui entrait, soi-disant, l'auberge donc de Sally et Dick qu'on a déjà connu en fait dans les 2 premiers tomes, concernant le fameux bureau d'Ézéchiel, qui aurait été à l'époque, il y a des années, mais des centaines d'années, lors des premiers colons, il y aurait eu une partie de poker et ce fameux Ézéchiel aurait perdu son bureau et sa fortune et serait arrivé à Eden Lake, donc la ville où vit Anna, et serait mort de froid d'une pneumonie. Et son fantôme entrait apparemment le lieu où il est mort, donc l'auberge, jusqu'à ce qu'en gros les familles des personnes avec qui il a joué au poker et qui l'ont dépouillé de tout soient punies. Donc, évidemment c'est une légende urbaine et à mon avis il n'y a pas de surnaturel dans cette histoire. Cependant on apprend que Connie aurait des origines qui seraient liées avec les personnes qui ont joué cette fameuse partie de poker. Mais moi il y a aussi autre chose qui me turlupine. Je vous ai dit que Greg, le personnage qu'on voit au tout début, qui est donc l'ami d'enfance d'Anna et qui vient voir sa grand-mère, qui fait des transactions boursières, à mon avis ce personnage il n'est pas là pour rien. Il y a déjà 2 love interest, je doute qu'elle en fasse un 3e, donc à mon avis il est lié à l'histoire. C'est pas possible qu'il soit là et qu'elle ait fait apparaître ce personnage qu'elle nous a détaillé quand même bien comme il faut, juste pour réparer une chaudière. Voilà, à mon avis, il y a anguille sous roche. Et on apprend que Connie donc est morte entre 22h et minuit par une arme lourde et ronde, mais surtout il y a une conversation qui a été entendue comme quoi elle se disputait par rapport à une transaction, sur une transaction qui aurait été authentifiée. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un objet particulier ? Je pense pas le bureau parce que c'est trop gros, mais nous rappelons que Greg, son travail, c'est de faire des transactions boursières. Mais est-ce que ça aurait pas un lien tout ça ? Voilà, moi ma théorie c'est que Greg serait peut-être pas hors de la partie par rapport à cette transaction. Peut-être qu'il aurait fait une transaction avec Connie qui se serait mal passée, je ne sais pas. Je pense que cette transaction a un lien avec la fameuse histoire d'Ézéchiel dont on nous parle à quasiment un chapitre sur 2, alors que ça n'a rien à voir avec le meurtre, mais en fait à mon avis ça a tout à voir avec le meurtre. Et je trouve ça trop gros que ce soit son mari, son avocat ou son assistante. Voilà, et je pense que l'assistante disparue est dans la fameuse cabane et que c'est là qu'on va la retrouver morte, parce que meurtre avec un S, donc il y a plusieurs meurtres, et à mon avis c'est Jenny la prochaine. Bref, vous avez vu, ça avance quand même pas mal, j'adore mener l'enquête et j'ai l'impression qu'au fil des tomes je suis un peu plus pointilleuse sur certains détails, je note pas tout parce qu'il y a des choses qui me semblent sans... Comment dire, sans valeur. Par exemple, Mike il soupçonne Norman, mais parce qu'il est jaloux, c'est impossible que Norman ait fait quoi que ce soit, sachant que c'est un triangle amoureux qu'on va suivre sur plusieurs livres, beaucoup de livres. Donc pour moi c'est impossible que l'entourage proche d'Anna soit vraiment incriminé à ce stade de la série. C'est comme Sally et Dick qui sont propriétaires de l'auberge. Au début je les avais pas mis, là je sais qu'ils ont un lien avec le bureau, mais à mon avis c'est plus une coïncidence, ou alors ils sont liés un peu à cette histoire de bureau, mais ils ont rien fait à mon avis, parce que voilà, c'est des personnages qui sont trop proches d'Anna et qui sont trop dans sa vie quotidienne à mon avis pour être à ce point, pour être à ce moment de la saga suspecté. Voilà, je pense que il faudra attendre au moins le 2e livre avant qu'il y ait quelqu'un de proche d'Anna qui potentiellement fasse quelque chose de mal. Voilà, mais je les ai mis quand même parce qu'il y a cette histoire de bureau qu'il faut pas oublier, parce que c'est trop mentionné pour que ça n'ait aucun sens et que ça n'ait rien à voir.
Peut-être que c'est une intrigue secondaire, peut-être que c'est pas lié au meurtre, mais je crois rarement aux coïncidences. Bref, vous avez vu quand même, ça a bien avancé. Mon suspect principal, comme je vous dis, c'est lui-là. Lui, le Greg, je le sens super louche. On ne nous en a pas reparlé encore pour le moment, mais à mon avis, ça ne serait tardé. Et peut-être que si on n'en reparle pas comme ça tout de suite, c'est pour pas que les soupçons se pèsent sur lui. Mais cette histoire de transaction, je pense que ça a vraiment son importance parce que c'est répété 2 fois quand même. C'est répété 2 fois. Et une fois, quand la personne qui a entendu la conversation le dit à Anna, et une deuxième fois, Anna s'en rappelle. Donc je pense que c'est clairement pas mis au hasard. Voilà. Donc là, on en est à la moitié du coup du roman. Début d'après-midi, je vais faire mes fameux muffins. J'ai déjà tout préparé, comme ça c'est prêt. J'aurai plus qu'à mélanger les ingrédients. Et puis, je pense relire une centaine de pages dans l'après-midi, vous refaire une update après. Mais en tout cas, je m'éclate. J'adore faire cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les regarde, mais moi je surkiffe. Je pense que j'ai dû être détective privée dans une ancienne vie. Pâtissière, je le suis déjà, mais bref, tout ça pour dire que vraiment je passe un très bon moment et j'adore cette saga. Je la trouve tellement fraîche, tellement acidulée, colorée. Voilà, c'est un petit bonbon, un petit bonheur. Voilà, un petit moment doux et drôle. Donc voilà, en plus, dernière chose, puis après je vous laisse pour cette update. J'avais fait la remarque qu'il y avait des remarques un peu grossophobes quand même dans les premiers tomes. Mais là, je trouve qu'il y a un changement parce qu'on nous dit que Jenny, elle est en chair. Mais quand sa patronne lui dit qu'elle devrait maigrir, Anna elle dit mais ça va pas, non, elle est belle comme ça, enfin pas besoin d'être maigre pour être belle. Et là je vois de la progression, c'est pas encore tout à fait ça, mais je vois de la progression quand même. Donc je suis contente que cet aspect là se bonifie dans la saga et qu'on reste pas sur un truc d'apparence vraiment très matérialiste. Donc je suis assez contente de ça. Bref, du coup je vais vous laisser et puis je vais bientôt aller préparer mes petits muffins. Je vous jure j'ai trop hâte parce que du coup, en fait cette update n'en finit pas. J'ai fait donc hier, comme vous avez vu, la petite préparation pour tarte aux myrtilles. Franchement c'est une tuerie les gars, mais c'est une tuerie, ça se mange à la petite cuillère, ça se tartine. J'ai testé ce matin sur une tartine de beurre, c'est trop bon. C'est beaucoup moins sucré que la confiture. Ça a vraiment le goût de fruits, c'est trop bon. Et du coup ça peut être utilisé comme confiture, comme préparation pour gâteau. On peut le mettre aussi dans le yaourt, je pense avec du yaourt blanc ou du yaourt grec le matin, ça doit être une dinguerie. Parce qu'en fait c'est vraiment style confiture mais beaucoup moins sucré. Et franchement si vous avez des fruits rouges en tout cas, parce que j'ai pas encore essayé avec d'autres types de fruits, mais des fruits rouges qui sont voilà, sur le point de passer, mais faites ça hein. Franchement, parce que c'est trop bon. Et ça prend 2 secondes. Littéralement, vraiment, j'ai mis 5 minutes à le faire. Je pense que je vais mettre plus de temps à monter les clips de ce passage-là que de faire le truc. Donc vraiment, c'est... Voilà, ça se conserve sous 1 semaine, mais vous pouvez les congeler aussi. Voilà, petit conseil pâtisserie. Et sur ce, je vous laisse cette fois pour de bon et je vous dis à plus tard. On commence par mettre le beurre fondu, puis le sucre et enfin on fait un petit tour pour mélanger tout ça. Puis après on rajoute la levure, le sel et les œufs battus et on repart pour un mix. Ensuite il va falloir mettre les myrtilles dans un sac avec de la farine pour qu'elles soient bien enrobées de farine. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ça, mais c'est l'idée. Ensuite on rajoute à notre préparation la moitié de la farine et la moitié du lait. On mixe bien, puis on rajoute la dernière moitié de farine et de lait et on va bien faire les rebords pour éviter que ça reste collé et on remixe. C'est le moment d'y ajouter notre super compoté, je vous jure c'est une tuerie, et mixer pour ensuite rajouter les myrtilles fraîches qui sont enrobées de farine, bien mélanger et ce sera tout prêt pour mettre dans les moules à muffins. On va rajouter à tout ça une préparation style crumble, où je vous mets les proportions et on saupoudre ça sur le dessus. Je vous jure, ça va donner un petit côté croustillant et sucré à vos muffins. Ça va être trop bon à la fin. Je suis de retour. J'en suis à 300 pages sur 430, un truc comme ça. Et surtout, j'ai fait les muffins. Et les gars, c'est une folie furieuse. J'ai jamais réalisé moi-même des muffins aussi fluffy. Je pense que j'en ai mangé qu'en pâtisserie, de trucs aussi... voilà, c'était vraiment super bon. Après, il y a beaucoup de beurre, il y a beaucoup de sucre, donc faut pas en manger 15 non plus. Mais franchement, trop bon. Je vous ferai des petits
plan demain, je pense, d'un peu plus près, parce que là la luminosité est un peu dégueu, donc voilà, je vous les montrerai demain matin, je pense, à la lumière du jour. Pour en revenir à notre enquête, il y a eu quelques petits changements. Déjà, Jenny, qui avait disparu, on l'a bien retrouvée dans la cabane, donc j'avais raison, la cabane était habitée, blablabla. Et du coup, Anna a décidé de ramener Jenny chez elle. Autre suspect, il y avait Norman qui a été blanchi, mais surtout Norman a été attaqué. Et je pense que l'arme c'est un rouleau à pâtisserie, puisque c'est une arme lourde et ronde. Voilà, donc Norman a été agressé, Dieu merci, il va bien, ce très cher Norman, et du coup il est aussi plus du tout suspecté. Quoi d'autre? Je sais que l'avocat, le mari, le chauffeur et l'éditeur, ils ont tous un alibi, vérifié ou pas, mais un alibi, ce qui nous laisse finalement pas grand chose. Il y a toujours ce fameux Greg, ce fameux hein, qui pour moi, je suis sûre qu'il a un truc à voir. Surtout qu'en plus cette idiote d'Anna, en fait avec Norman, il décide de faire un espèce de piège pour le tueur, puisque Norman avait photographié la fameuse maison là d'Ézéchiel dont on nous parle souvent, et en fait Anna lui dit bah peut-être que t'as eu des photos du tueur, sauf que Norman lui dit bah non, parce qu'en fait quand je fais mes tests je mets pas de pellicule pour pas gâcher. Elle lui dit mais ça le meurtrier sait pas. Donc elle va dire à la presse qu'il a fait des photos par rapport à la maison, mais comme ça le meurtrier va faire tilt dans sa tête et va se dire oh merde il m'a pris en photo. Sauf que cette bécasse, quand elle croise Greg, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah au fait, en fait c'était un canular, ha ha ha. Et lui il lui pose plein de questions, et moi je trouve ça super chelou qu'il lui pose autant de questions. Et je suis sûre qu'elle lui a dit que c'était un canular, donc en fait tout ça n'a servi à rien vu que à mon avis c'est le tueur. Bref, voilà. Autre chose qui a beaucoup changé, je vous avais dit que je pensais que la fameuse Alex qui travaille à l'auberge et Jenny étaient peut-être amies plus plus, alors absolument pas. Voilà, déjà elle est pas du tout amoureuse de Paul, puisqu'elle est donc le mari de la victime, puisque elle dit à Anna qu'elle est très heureuse en ménage, blablabla. Mais il y a un truc que j'avais pas pris en compte, c'est que Alex est entre la quarantaine et la cinquantaine, alors que Jenny a plutôt 30 ans. Et on apprend que Jenny a été adoptée. Alors je me dis, est-ce qu'en fait Alex, ce serait pas sa vraie mère? Autre chose, on sait qu'apparemment le père de Jenny serait quelqu'un qui serait aujourd'hui remarié. Est-ce que ce serait pas le mari de la victime? Est-ce qu'il expliquerait qu'ils aient des dîners et qu'ils s'entendent bien et blablabla? Voilà. Plein de choses qui commencent à bouillonner dans mon esprit. Donc genre, en fait je pense pas du tout qu'elles sont amantes, mais plutôt que c'est la mère biologique de Jenny, et peut-être que le mari de la victime est aussi le père biologique de Jenny. Mais du coup, est-ce que la mère biologique se serait fritée avec Connie parce qu'elle veut parler à sa fille? Peut-être. Mais je pense vraiment que le truc de la transaction authentifiée, c'est le cœur du meurtre. Je pense vraiment que tout est relié à la maison d'Ézéchiel. Je sais pas encore exactement comment, même si je pense que c'est Greg, je vous le dis depuis le début. Je le trouve trop louche. Je le trouve trop... voilà. Il est là au moment... bizarre. Voilà. Et puis surtout, sa storyline ne sert à rien, sinon, bah, elle sert à rien. Donc moi je pense que Greg est vraiment... c'est mon suspect numéro 1 depuis le début. Mais peut-être potentiellement la mère adoptive, ça peut être un truc à creuser aussi. En tout cas là je vais m'arrêter pour ce soir, puisque j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui. Et puis demain je vais pendant ma pause déj, peut-être après ma pause déj en fin de journée, puisque je suis en télétravail, finir le roman et puis vous donner une petite dernière update sur... ma théorie finale, bien qu'à mon avis ma théorie finale va être par rapport à Greg, mais je pense qu'il me manque encore un truc. Il me manque un élément. Donc voilà, je reviendrai vers vous quand même demain pour vous faire part de ma théorie finale avant de vous révéler si j'avais raison ou pas. En attendant, ben voilà, je vais aller me reposer un petit peu et puis on se retrouve demain.
très dur le lundi, hein, de commencer la semaine, c'est très dur, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je reviens vers vous puisque j'ai bien avancé dans ma lecture de Meurtre et Muffins aux myrtilles et il me reste 50 pages. Du coup je me dis, il est temps de faire un récap et de vous faire part de ma théorie, plutôt mes théories finales. Alors déjà on a retrouvé le second corps et il s'agissait d'Alan, donc l'avocat de la victime. Et je pense que Alan est un personnage clé car il, comment dire, à la fois pour mes deux théories va avoir une part très conséquente dans le pourquoi du comment. Donc je vous rappelle, on est sur le meurtre de Connie McIntyre qui est une présentatrice télé d'émissions de cuisine, voilà, de bien-être et tout, qui se fait tuer, qui était exécrable avec les personnes qui l'entouraient. Et on a retrouvé un second corps, donc le corps d'Alan qui était son avocat. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, j'avais raison, Alex est bien la mère de Jenny. Donc là, je me dis... En même temps, c'était quand même évident. Voilà, c'était évident. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné le prix de l'enquêtrice de l'année pour avoir découvert ça. Mais plutôt contente de voir que finalement, j'ai eu du nez. Et du coup, c'est le moment pour moi de vous exposer mes deux théories. J'ai longtemps bloqué sur Greg. Donc le fameux personnage qu'on voit au tout début du roman et qui n'intervient que très peu hein, dans l'enquête, voilà, on le voit très peu mais on nous envoie quand même des petits rappels. Alors, deux choses, soit c'est le meurtrier avec la théorie que je vais vous expliquer, soit c'est un personnage qui va être important dans le livre d'après et on commence à nous le présenter. Je pense notamment au coach dans le premier tome que j'avais à peu près soupçonné. Je voyais qu'il avait des soucis avec sa femme et qui a fini par être, je crois, la victime du second tome. Donc voilà, soit c'est un personnage qu'on nous a introduit pour la suite de la série, soit ma théorie. On apprend qu'il est ruiné, finalement ses actions ça n'a rien donné, que sa femme veut demander le divorce, qu'il a reçu les papiers et tout machin. Et moi je pense que du coup Greg faisait partie de la descendance des fameuses personnes qui ont joué au poker cette nuit-là, parce qu'il y a un lien avec ce fantôme d'Ézéchiel, je pense qu'il y a vraiment un lien, et il a fait une transaction avec Alan et Connie, où il demandait 50%, à mon avis ça a dû se casser la gueule, et elle a dû le menacer tout simplement de le traîner en justice, blablabla, pour arnaque, et du coup je pense qu'il a tué Connie, et que... son avocat s'est douté que c'était lui parce qu'il savait qu'ils avaient une transaction et du coup il a préféré buter l'avocat pour être tranquille. Voilà ma théorie sur Greg. Mais, autre théorie, qui elle aussi tient la route je pense. Je pense que le père de Jenny c'est le mari de la première victime. Parce qu'on nous dit qu'il l'a mis sur son testament, qu'il n'a pas eu d'enfant, qu'il s'est remarié, donc je pense que c'est pas anodin. Et vu que on nous a dit que c'était celui qui dirigeait tout ce qui est les livres, les magasins et blablabla, il a beaucoup d'argent et surtout la suite va lui apporter beaucoup d'argent encore vu que Connie avait prévu plein de livres, blablabla. Je pense qu'il a voulu la mettre sur son testament. Que sa femme l'a découvert et que c'était hors de question pour elle. Et du coup elle a buté sa femme pour que sa fille puisse quand même accéder aux parts de son héritage et que l'avocat, étant l'avocat peut-être du couple, était au courant et l'a confronté et il a tué l'avocat aussi. Pourquoi l'avocat il me semble important aussi dans cette théorie, c'est que je sais que le mari de la victime et l'avocat, leur alibi c'était qu'ils étaient ensemble la nuit du meurtre. Mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment ? Et maintenant que l'avocat peut-être a dû le confronter, eh bien c'est pratique que l'avocat ne puisse plus confirmer qu'il était avec le mari le soir du meurtre. Voilà, donc j'ai deux théories, soit Greg, soit le mari de la victime, pour les raisons que je vous exposais, même si la raison avec Greg, il y a un petit élément qui me manque encore, donc à voir. Mais en tout cas, si c'est le mari, je pense que c'est pour la raison que je vous ai expliquée.
et ce serait bien pratique. Donc voilà, on verra si une de mes théories se révèle juste, si j'ai eu raison de soupçonner Greg tout au long, de dire lui, toi là je t'aime pas, toi je te soupçonne, ou si mon changement de dernière minute a été très éclairé. Je lis les dernières pages et je reviens vous dire tout de suite ce qu'il en est. Bon, je suis une enquêtrice en carton, mais pas trop non plus. Puisque de 1, mon suspect, pendant tout le livre, était bien le tueur. De 2, j'avais totalement raison pour la paternité de Paul, donc le mari de la victime. Mais par contre, la raison, le mobile, il était évident et pourtant à aucun moment j'y ai pensé. C'était bien donc Greg qui a assassiné Connie et son avocat et la raison était évidente, je sais pas pourquoi je l'ai pas relevé, voilà, j'ai été trop obsédée par d'autres détails, mais on nous dit au début du livre que Greg a perdu son magasin, qu'il a été mis en liquidation et on nous dit pendant le livre que les magasins de Connie ne s'installent qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'autre concurrence. Or, le magasin de Greg vendait aussi de la décoration de cuisine. Et du coup, elle a fait fermer sa boutique et c'est pour ça qu'il les a tués. Rien à voir avec Ezekiel. Le fameux bureau, le fantôme, machin, ça, peut-être que ça reviendra dans un autre tome. Mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec le meurtre. Je suis quand même contente d'avoir senti qu'il était louche. Et qu'on nous l'avait pas introduit pour rien. Je suis un peu déçue de pas avoir trouvé le mobile du meurtre parce qu'il était pourtant évident. Mais je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal débrouillée. Alors oui, c'est peut-être évident par certaines personnes, mais je suis contente d'avoir suivi mon instinct et de pas avoir laissé Greg de côté parce que je le sentais. Je le sentais qu'il était louche, je vous l'avais dit depuis le début. Bref, j'ai adoré ma lecture. Pour parler un peu plus lecture et moins enquête, j'ai trouvé qu'elle était très rythmée, qu'elle était très drôle, que la paire que fait Andrea avec sa sœur Anna, donc notre protagoniste principale, est vachement mignonne, elle est douce, elle a un intérêt. Andrea voit des détails que Anna ne voit pas et inversement. Alors oui, elles sont toujours là au mauvais moment, mais c'est drôle. Et bizarrement, le triangle amoureux ne m'embête pas du tout, alors qu'en général c'est un truc que j'aime pas vraiment. Mais là, je sais pas, je les aime tellement tous ces personnages, j'aime tellement cette ville, j'aime tellement l'ambiance, la plume, que du coup, je m'en fous. Et franchement, j'ai passé vraiment un très chouette moment avec ce livre. J'adore cette série de livres, cette série d'enquêtes, c'est vraiment une saga que je trouve très doudou, très réconfortante. Les muffins sont à tomber par terre. Alors, par contre, la prochaine fois, je les ferai peut-être avec un peu moins de beurre et un peu moins de sucre parce que c'est vrai que c'est quand même... voilà. Mais ils sont tellement bons. Mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils sont tellement fluffy. Mais c'est un délice. Donc il va falloir que je fasse mes petits ajustements pour qu'ils soient peut-être un peu moins caloriques et un peu plus digestes. Mais j'ai peur que niveau goût et niveau texture, ce soit un peu moins bien. Mais ça vaut le coup d'essayer. La recette originale est super bonne, je vous la recommande si vous aimez faire des gâteaux. Et surtout, ce que je recommande le plus, c'est ce que j'ai fait au début avec la compotée un peu de fruits rouges, parce que ça franchement c'est une tuerie. Et c'est pas très sucré, c'est pas très gras, c'est super bon. Donc ça, 1000 fois je le recommande. Et puis voilà, c'est une saga que j'adore. Je me régale toujours autant à la lire, à faire une enquête, à vous faire ces vlogs, à faire de la pâtisserie. Donc c'est mon petit plaisir, voilà mon petit bonheur de début d'année et j'irais presque même jusqu'à dire que c'est le livre que j'ai préféré lire jusque là cette année. C'est mon premier 5 étoiles de l'année. Pourtant j'ai lu Crescent City, mais je sais pas, je me suis sentie tellement bien, tellement apaisée en lisant ce livre, tellement... Pourtant ça m'a demandé beaucoup de travail parce que sur un week-end je filme, je pâtisse, je monte, enfin voilà c'est beaucoup de travail sur un week-end alors j'ai déjà ma semaine de travail derrière moi, mais c'était tellement apaisant, tellement doudou que voilà j'adore cette série. C'est donc la fin de cette enquête d'Emilia, voilà, sur Meurtre et Muffins aux myrtilles. Le prochain tome c'est Meurtre et tarte au citron meringuée, si je ne me trompe pas, donc le 4e tome. Je pense vous le préparer pour avril parce que j'aimerais bien faire les tomes de Noël en décembre et du coup avoir un petit peu un an de retard sur la publication, mais en même temps ça permet à plus de personnes de les avoir lus et de pouvoir regarder cette vidéo, donc c'est pas plus mal. Ah,
avant que j'oublie, je tiens à dire un énorme merci aux éditions Cherche Midi qui ont eu la gentillesse de m'envoyer le dernier tome qui est paru, donc Meurtre et Cheesecake aux cerises, que je lirai du coup dans un an si tout va bien. En tout cas voilà, je voulais vraiment les remercier parce que Benoît est adorable avec moi, il soutient mes petites pâtisseries et tout, et même si je lui ai précisé que je les lirai pas tout de suite, il a quand même la gentillesse de m'avoir envoyé les 2 derniers tomes qui sont parus. Donc voilà, celui-ci est paru la semaine dernière, donc il est déjà en rayon, et pour tout vous dire, je sais déjà que le prochain tome sera disponible en mai, mais ça on en reparlera plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez terminée, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji myrtille pour les muffins à la myrtille, pour me montrer que vous êtes très gourmand vous aussi. Et puis voilà, un grand merci pour votre soutien. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.